Je m'appelle Damien. J'ai 34 ans et je travaille à plein temps comme technicien en génie mécanique tout en terminant la dernière année de ma licence professionnelle en cours du soir. J'habite dans une ville de taille moyenne dans l'est de la France, où la plupart de mes journées sont structurées autour de mon travail, de mes cours et de mes séances de sport à la salle. Je ne suis pas du genre à m'exposer. Je garde un rythme de vie stable et je réfléchis généralement avant d'agir. Ma femme, Laure, a 31 ans. Nous sommes mariés depuis 5 ans et ensemble depuis près de 8 ans. Nous louions un appartement en duplex en périphérie du centre-ville. Nos deux noms figuraient sur le bail. Nous partagions le loyer, bien que je prenne en charge la majeure partie des charges et des assurances car je gagne mieux ma vie. Elle travaille dans le marketing pour une agence locale et a un emploi du temps beaucoup plus mondain que le mien. Jusqu'à il y a environ 3 mois, je pensais que notre plus gros problème était que nous évoluions dans des directions différentes. Elle voulait plus de voyages, plus de sorties au restaurant, plus d'expérience. Je voulais finir mes études, augmenter mes revenus, puis élargir nos horizons une fois notre situation stabilisée. Je croyais qu'il s'agissait d'une tension passagère, pas d'un problème structurel. Le basculement a eu lieu un mardi soir. Je venais de rentrer de l'université vers 21h et elle était assise sur l'îlot central de la cuisine avec un verre de vin, encore en tenue de travail, mais clairement en train de m'attendre. Son expression était déjà défensive avant même que je pose mon sac. Elle a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, pas d'infidélité physique selon elle, mais une connexion émotionnelle. Elle a dit qu'elle se sentait enfin vue. Elle a dit qu'elle se sentait vivante. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace pour comprendre ce qu'elle voulait, car notre vie lui semblait trop prévisible et étroite. Sa façon de l'annoncer était presque irritée, comme si ma stabilité était un inconvénient. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai demandé depuis combien de temps cela durait. Elle a levé les yeux au ciel en disant que cela n'avait aucune importance puisque rien n'était techniquement arrivé. Puis elle a ajouté que j'avais été distant de toute façon, plongé dans mes manuels et mes tableaux de calcul. Je lui ai dit que j'espérais que cet homme lui apporterait la paix qu'elle recherchait. Elle m'a dévisagé, comme si ce n'était pas la réaction qu'elle attendait. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est apaisé. Pas de colère, pas de chagrin d'amour dramatique, juste de la clarté. Pour être précis, ce n'était pas un changement de personnalité soudain. Laure était différente depuis un moment, plus protectrice avec son téléphone, plus critique envers mon emploi du temps. Des petites remarques qui semblaient inoffensives, mais qui étaient tranchantes. Tu n'as jamais le temps pour rien de spontané maintenant. Tu es toujours fatigué. Tu étais plus amusant avant. Je n'avais pas balayé ces remarques. J'avais expliqué mon calendrier clairement. Il me restait 2 semestres. Une fois terminé, mes revenus augmenteraient considérablement. Ce rythme soutenu était temporaire. Je lui ai demandé directement si elle se sentait délaissée. Elle a dit non à ce moment-là. Elle a dit qu'elle comprenait, qu'elle était fière de moi. Alors, quand elle s'est assise ce mardi pour me dire qu'elle avait rencontré quelqu'un qui la faisait se sentir vivante, ce n'était pas seulement une question d'attirance. C'était une question de comparaison. Et elle l'a rendu évident. Il est ambitieux d'une manière différente. Elle a dit qu'il profitait vraiment de la vie. Qu'il ne traite pas chaque année comme une salle d'attente. C'était le ton, pas de remords, pas de confusion, presque une justification. J'ai posé la question évidente, veux-tu divorcer? Elle a expiré bruyamment, comme si j'étais dans l'exagération. J'ai dit, j'ai besoin d'espace. Pourquoi passes-tu toujours dans les extrêmes? C'est pour ça que je ne peux pas discuter avec toi. Tout doit être logique et définitif. Je lui ai dit que je ne passais pas dans l'extrême, je clarifiais les choses. De l'espace dans un mariage signifie généralement une de ces deux choses, réparer ou partir. Je voulais savoir vers quelle direction elle penchait. Elle s'est levée et a dit qu'elle ne savait pas encore. Qu'elle avait besoin de temps pour explorer ses sentiments. Que je devrais être assez mature pour lui laisser cela sans en faire une menace juridique. Explorer ses sentiments. C'était l'expression. J'ai demandé si elle comptait continuer à le voir pendant son exploration. Elle a hésité une demi-seconde. Cette demi-seconde a suffi. Elle a dit qu'elle ne voulait pas se sentir contrôlée. Elle a dit que si je lui faisais confiance, je la laisserais faire sans l'interroger. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas de la confusion. C'était une façon de tester le terrain ailleurs.
Elle voulait la sécurité de notre bail, nos factures partagées, ma constance. Pendant qu'elle vérifiait si ce nouveau type offrait quelque chose de mieux, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement dit que je ne participerais pas à cet arrangement. Elle m'a traité de froid. Elle a dit que c'était exactement pour cela qu'elle se sentait déconnectée, que je me fermais au lieu de me battre pour elle. Ce qu'elle voulait dire, c'est que je n'entrais pas en compétition. Après cette conversation, je n'ai pas négocié. Je n'ai pas suggéré de thérapie de couple. Je n'ai pas proposé de période de réflexion. Je suis allé dormir dans la chambre d'amis, j'ai mis mon réveil à 6 heures et j'ai commencé à agir dès le lendemain. Pendant qu'elle était au travail, j'ai posé un jour de congé pour la première fois en 2 ans. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai cherché des locations à court terme près de mon campus et de mon lieu de travail. À midi, j'avais prévu 2 visites. À 16 heures, j'avais signé un bail de 6 mois pour un studio à 15 minutes de là. Ce n'était pas luxueux. Un 3e étage sans ascenseur, des équipements basiques, des murs neutres, mais c'était propre, disponible immédiatement et dans mon budget. J'ai payé la caution sur le champ. Sur le chemin du retour, j'ai appelé une entreprise de déménagement pour le lendemain matin. Pas une équipe complète, juste 2 gars avec un camion pour 3 heures. Assez pour déménager mon bureau, mes vêtements, mes livres et les quelques meubles que j'avais achetés seul avant notre mariage. Quand Laure est rentrée ce soir-là, j'étais assis à la table de la salle à manger avec un dossier. Elle a posé son sac et a immédiatement remarqué que quelque chose était différent. Mon ton, probablement. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle demandé. Je lui ai dit que j'avais signé un bail. Que je déménageais le lendemain matin. Elle m'a regardé comme si j'avais parlé dans une langue étrangère. « Tu n'es pas sérieux. » Je lui ai dit que je l'étais. J'ai expliqué les conditions du bail. J'ai dit que je continuerais à payer ma moitié du loyer actuel jusqu'à ce que le bail expire ici ou qu'elle trouve une personne pour prendre ma place. J'ai dit que je ne la laisserais pas dans l'embarras financier. Elle a ri, mais c'était un rire sec. C'est insensé. J'ai dit, j'ai besoin d'espace, pas d'abandon. J'ai répondu calmement. De l'espace dans un mariage, cela ne ressemble pas à passer la nuit avec un autre homme pendant que ton mari attend dans la pièce d'à côté. Son visage s'est durci. Tu es dramatique et peu sûr de toi. Non, ai-je dit. Je suis déterminé. Elle a commencé à faire les 100 pas, demandant où j'allais, comment je pouvais prendre une décision aussi énorme en moins de 24 heures. Je lui ai dit que ce n'était pas en moins de 24 heures. C'était au moment où elle a dit qu'elle avait besoin d'explorer une autre relation tout en gardant celle-ci intacte. Je n'allais pas entrer en compétition pour ma propre femme. Le lendemain matin à 9 heures, les déménageurs sont arrivés. Ils ont été efficaces. 2 gars d'une vingtaine d'années qui n'ont pas posé de questions. Ils ont emballé mon bureau, empilé mes cartons de livres et sorti le matelas que j'avais acheté avant notre mariage. Laure est restée dans la cuisine tout le temps, les bras croisés, regardant cela comme s'il s'agissait d'un spectacle. « Tu vas vraiment jusqu'au bout ?» a-t-elle dit quand ils ont sorti le dernier carton. « Oui. » Elle a essayé un ton différent, plus doux. « Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. On pourrait parler de ça comme des adultes. » Je lui ai dit que j'avais parlé la veille. J'avais écouté. J'avais posé des questions claires. Sa réponse était qu'elle avait besoin de liberté pour explorer tout en gardant le mariage structurellement intact. Je n'étais pas intéressé à être le support structurel de mon propre remplaçant. Elle m'a accusé de déformer ses propos. A dit qu'elle n'avait jamais parlé de remplaçant. Je lui ai rappelé que l'exclusivité émotionnelle fait partie du mariage. Si on l'enlève, le contrat change, qu'il y ait de la paperasse ou non. Elle s'est moquée du mot « contrat ». A dit, tu réduis toujours tout à des systèmes et à la logique. L'amour est désordonné, compliqué et demande de la patience. Je lui ai dit, la patience s'applique aux problèmes à l'intérieur du mariage, pas aux additions à l'extérieur. À midi, l'appartement semblait différent. Mon bureau était parti. Mes vêtements étaient partis. La bibliothèque que j'avais construite avec mon père il y a des années était partie. L'espace semblait plus léger. Pas émotionnellement, logistiquement. Avant de partir, je lui ai expliqué le détail financier. Je continuerai à payer la moitié du loyer jusqu'à la fin du bail dans 4 mois. Les charges resteraient partagées.
Je lui ai envoyé par email le tableau mis à jour avec les virements automatiques. Elle a semblé offensée que j'ai préparé toute la documentation. Tu avais déjà prévu tout ça? Non, ai-je dit. Je suis juste organisé. Quand j'ai pris mes clés de voiture, elle a finalement posé la question qui comptait. Alors, c'est quoi ça? Une séparation d'essai? Non. Alors quoi? J'ai fait une pause, pas pour faire de l'effet, mais pour être précis. C'est moi qui me retire d'une situation où je suis traité comme une option. Elle m'a regardé comme si elle attendait de la colère, un discours, une explosion émotionnelle qui validerait son récit selon lequel j'étais froid et extrême. Au lieu de cela, je lui ai souhaité bonne chance. J'ai dit, j'espère qu'il t'apportera la paix que tu recherchais. Puis je suis parti. Ce soir-là, dans mon nouvel appartement entouré de cartons non ouverts, je ne lui ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas vérifié ses réseaux sociaux. Je n'ai pas appelé nos amis communs. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai fini un rapport de laboratoire qui devait être rendu à minuit. Parce que si ma vie devait changer, elle allait avancer, pas faire du surplace. La première semaine dans le nouvel appartement fut calme, sans drame, juste structurée. J'ai installé mon bureau le premier soir. Internet installé le lendemain matin. Au troisième jour, l'endroit semblait habité intentionnellement plutôt que temporairement. J'ai gardé ma routine exactement identique. Travail, sport, cours, révision. Laure a envoyé un SMS le deuxième jour. Cela semble extrême. On aurait pu gérer ça différemment. J'ai répondu une fois. On l'a géré. Voici le résultat. Elle n'a pas répondu pendant plusieurs heures. Puis elle a envoyé un message plus long. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu que je parte. Qu'elle pensait que je me battrais plus. Que ma volonté de partir prouvait que je ne la valorisais pas assez. Cette partie était intéressante. Je lui ai dit que se battre pour quelqu'un et entrer en compétition avec quelqu'un ne sont pas la même chose. Je fais le premier, je ne fais pas le second. Au cours de la semaine suivante, ces messages ont changé de ton. D'abord de la frustration, puis de la défensive, puis un reproche subtil. Tu choisis toujours le travail plutôt que nous. Tu m'as fait sentir seul. Si tu avais été plus présent, rien de tout cela ne serait arrivé. Je n'ai pas débattu point par point. J'ai répondu une fois de plus, de manière concise. Si tu te sentais seul, tu aurais pu aborder cela directement. Introduire une troisième personne était ton choix. J'ai répondu à ce choix. Après cela, j'ai limité la communication strictement à la logistique, paiement du loyer, courrier, charges. Un ami commun m'a envoyé un SMS vers le deuxième week-end, pour demander si tout allait bien. Apparemment, Laure avait dit aux gens que nous prenions de l'espace parce que j'étais submergé par l'université. Je n'ai pas corrigé la version publiquement. J'ai simplement dit, nous gérons cela en privé. À la troisième semaine, autre chose s'est produit. Elle a arrêté d'envoyer des SMS, pas complètement, mais les messages émotionnels se sont arrêtés. Plus d'accusations, plus de tentatives de provoquer une réaction. Au lieu de cela, j'ai entendu dire par quelqu'un d'autre qu'elle sortait plus souvent, bar à vin, dîner de groupe, photos subtiles avec un homme dont le visage était toujours à moitié coupé. Je n'ai pas vérifié par moi-même. Je n'avais pas besoin de confirmation. Pendant ce temps, j'ai augmenté mes heures d'études, j'ai postulé à 2 stages en lien avec mon diplôme, mis à jour mon CV, organisé des réunions avec des professeurs au sujet de master dans d'autres villes. Le calme a provoqué quelque chose d'inattendu. Cela a aiguisé ma concentration. Je ne réagissais plus à elle. Je construisais. Environ un mois après mon départ, elle a enfin appelé au lieu d'envoyer un SMS. J'ai laissé sonner une fois avant de répondre. Sa voix semblait différente, moins tranchante, plus mesurée. Elle a demandé si nous pouvions nous voir et parler en personne, pas à propos du bail, mais à propos de nous. Quand elle a demandé à se voir, je n'ai pas accepté immédiatement. J'ai demandé quel était l'objectif. Elle a dit qu'elle voulait de la clarté, que les choses semblaient non résolues, que la distance lui avait fait réaliser qu'elle avait peut-être réagi de manière excessive. J'ai dit que la clarté ne nécessitait pas un café. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis elle a dit qu'elle avait arrêté de le voir, que ce n'était pas devenu ce qu'elle pensait, qu'il était excitant mais inconstant, qu'il n'était pas présent comme elle l'attendait.
J'ai écouté sans interrompre. Puis elle a dit quelque chose qui a confirmé que ma décision était la bonne, je ne pensais pas qu'il partirait vraiment. C'était le cœur du problème. Elle pensait que j'allais faire du cinéma, argumenter, entrer en compétition, rester. Je lui ai dit que je n'étais pas parti pour la manipuler. Je suis parti parce que la structure avait déjà changé. Elle a demandé s'il y avait un chemin de retour. J'ai répondu honnêtement. Il y en aurait peut-être eu un avant que tu ne testes l'alternative alors que tu étais encore marié avec moi. Après cela, la confiance change de nature. Elle a tenté un dernier angle. A dit que le mariage n'est pas une question de perfection. Que les gens font des erreurs, que nous devions cela à nos 5 ans de mariage pour essayer. Je lui ai dit que je respectais les efforts dans le cadre d'un engagement. Je ne respecte pas les efforts une fois que des stratégies de sortie ont été explorées. Elle est redevenue frustrée, m'a accusé d'agir avec supériorité, de prétendre que j'étais au-dessus des émotions humaines normales. Je lui ai dit que ce n'était pas une question de supériorité. C'était une question de standard. La conversation a tourné en rond pendant 20 minutes. Même point, même tentative de présenter ce qu'elle avait fait comme de la confusion plutôt qu'un choix. Finalement, j'ai mis fin proprement. J'ai dit, je demande le divorce la semaine prochaine. Tu recevras les documents par le biais d'un avocat. Je continuerai à honorer les termes du bail comme convenu jusqu'à ce qu'il expire. Après cela, nos liens financiers prendront fin. Elle s'est tue. Puis sa voix est passée du défensif à l'agressif. Donc c'est ça. Tu m'effaces tout simplement. J'ai répondu prudemment. Non, tu es sorti. Je suis allé de l'avant. Elle a dit que je regretterais d'être aussi rigide. Je lui ai dit peut-être, mais que je ne regretterais jamais d'avoir protégé mon respect de moi-même. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis là pendant 1 minute complète. Puis j'ai bloqué son numéro. Pas par colère, par achèvement. Je l'ai aussi retiré de chaque plateforme sociale, non pas parce que j'avais besoin de silence face au monde, mais parce que je ne voulais aucune porte ouverte. Le lendemain matin, j'ai contacté un avocat recommandé par un collègue. Consultation prévue vendredi. Il y a une différence entre réagir émotionnellement et prendre une décision une bonne fois pour toutes. J'avais pris la mienne. La demande de divorce était procédurale. Pas de drame, pas de scène de tribunal dramatique. J'ai rencontré l'avocat ce vendredi. J'ai apporté la documentation, le contrat de bail, les relevés bancaires, les captures d'écran de nos virements. Aucune preuve d'infidélité n'était requise car en France, le divorce pour faute n'est plus la seule voie, et le divorce par consentement mutuel est possible si les choses sont claires. Nous n'avions pas d'enfants, pas de biens communs, juste des meubles partagés et un bail de 4 mois restants. Les documents ont été rédigés en 1 semaine. Elle les a reçus par courrier recommandé. Elle a appelé d'un numéro masqué ce soir-là. J'ai laissé aller sur la messagerie. Son message était court. En colère. Tu as vraiment fait ça pour une seule erreur? Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le nouveau numéro également. Ce qui s'est passé ensuite était prévisible mais instructif. Elle a commencé à contacter nos amis communs. Apparemment, elle ne leur avait pas raconté toute l'histoire. La version qui circulait était que j'étais devenu émotionnellement indisponible à cause de l'université, que j'étais parti impulsivement et que je l'avais prise par surprise avec des papiers de divorce. Un ami a demandé directement s'il y avait eu quelqu'un d'autre. J'ai répondu calmement, elle m'a dit qu'elle avait besoin d'espace pour explorer une autre connexion. Je me suis retiré de l'équation. C'est la chronologie. Je n'ai pas embelli. Je n'ai pas fait campagne. Le basculement intéressant s'est produit vers le 2e mois. On m'a proposé un stage rémunéré lié à mon diplôme dans une grande ville à 3 heures de là. Il se transformerait en un poste à plein temps une fois mon diplôme obtenu. Le salaire était plus élevé que ce que je gagnais actuellement. Même avant de finir mes études, j'ai accepté. Cela signifiait un déménagement. À la fin du semestre, j'ai informé l'agence immobilière que je ne renouvellerai en aucun cas. J'ai continué à payer ma part jusqu'au dernier mois, comme convenu. Laure a tenté une dernière approche par email. Elle a écrit qu'elle avait fait une erreur, que l'autre type avait disparu une fois que les choses étaient devenues compliquées, qu'elle regrettait la stabilité, qu'elle me regrettait, qu'elle regrettait la stabilité. Cette expression a retenu mon attention.
J'ai répondu une fois, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches vraiment. Puis j'ai archivé la discussion. Le jour où j'ai chargé ma voiture pour déménager de ville, je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais concentré. Nouveau travail, diplôme terminé dans 3 mois. Nouvel appartement déjà assuré. Son absence silencieuse de ma vie était devenue quelque chose qu'elle n'avait probablement pas anticipé. Définitif. Après l'avoir bloqué, c'était fini. Pas d'appel tardif, pas d'essais émotionnels, pas de mise à jour sur une thérapie. J'ai fermé tous les canaux directs, téléphone, réseaux sociaux, applications de messagerie. Si elle voulait communiquer, cela devrait passer par les avocats, et il ne restait plus rien à négocier. Le divorce a avancé tranquillement parce que nous n'avions pas d'actifs partagés et pas d'enfants. Le processus n'était que de la paperasse. Mon avocat a géré la signification des actes par les voies formelles. Elle a signé, j'ai signé. Les délais sont passés. C'était administratif, pas théâtral. Un ami commun m'a recontacté environ 1 mois plus tard. Pas de sa part, juste par curiosité. Il a demandé si je déménageais vraiment de ville ou si c'était juste temporaire. Je lui ai dit que c'était permanent. Il a hésité puis a dit, « Elle ne s'attendait pas à ce que tu ailles aussi loin. » Cette phrase a confirmé quelque chose d'important. Elle s'attendait à de la friction. Un débat, une période de flou où je resterais dans les parages pendant qu'elle réfléchissait. Elle ne s'attendait pas à une disparition. Au moment où le bail du duplex a pris fin, j'étais déjà dans la nouvelle ville depuis des semaines. J'ai transféré mon dernier paiement de loyer comme convenu. J'ai confirmé à l'agence. J'ai fermé ce chapitre proprement. Il n'y a pas eu de réunion finale pour échanger des affaires. Tout ce qui comptait pour moi avait déjà été déménagé le matin suivant la signature du nouveau bail. Tout ce qui a été laissé derrière était remplaçable. Le divorce a été finalisé 6 mois après qu'elle ait dit qu'elle avait besoin d'espace. Je n'ai pas assisté à l'audience en personne. Mon avocat l'a géré. Quand le mail de confirmation est arrivé, je l'ai lu une fois et je l'ai archivé. Pas de cérémonie, pas de rituel, juste une fin juridique à quelque chose qui était déjà terminé au moment où elle a demandé sa liberté dans le mariage. Mon nouveau travail est passé de stage à plein temps plus tôt que prévu. L'augmentation de salaire était significative, plus que ce que j'avais projeté quand j'avais commencé mes études. J'ai signé un bail de 12 mois dans la nouvelle ville, pris un appartement un peu mieux. Toujours simple, toujours intentionnel. Et voici la partie qui compte. Je n'ai jamais repris contact. Pas pour vérifier si elle le regrettait, pas pour confirmer si l'autre type était resté ou parti. Pas pour prouver quoi que ce soit. Mon absence silencieuse n'était pas une tactique. C'était une limite maintenue avec constance. Les gens supposent que la rupture nécessite une conversation. Parfois, la rupture est la porte qui se ferme et ne se rouvre jamais. Environ 9 mois après mon départ, je suis tombé sur quelqu'un de notre ancien cercle lors d'une conférence dans mon secteur. Ville différente, contexte différent, même visage familier. Il avait l'air surpris de me voir, a demandé comment j'allais. Je lui ai dit la vérité. Bien. Occupé, bien installé. Il y a eu un silence gênant avant qu'il ne la mentionne. Apparemment, elle avait quitté le duplex peu après la fin du bail. A pris un logement plus petit plus près du centre. Le type qu'elle fréquentait n'avait pas duré plus de quelques mois. Selon lui, il était très fort pour l'attention, pas très fort pour la constance. Rien de tout cela ne m'a surpris. Ce qui a retenu mon attention, c'était autre chose qu'il a dit, elle pensait que tu reviendrais une fois que tu aurais refroidi. Encore ce récit, comme quoi ma détermination était temporaire, que mon absence était émotionnelle, pas structurelle. Il a aussi mentionné qu'elle avait recommencé à sortir avec d'autres. Rapidement, quelques relations courtes. Rien de stable. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en entendant cela, juste une confirmation. Quand quelqu'un court après le sentiment d'être vu au lieu de construire quelque chose de durable, il confond souvent la nouveauté avec la profondeur. Après la conférence, je suis rentré à mon hôtel et j'ai repensé à la chronologie. Une phrase sur l'îlot de cuisine. Une décision le lendemain matin. Un bail signé en 24 heures. Il n'y a pas eu de vengeance, pas de dispute publique, pas de déclaration dramatique sur les réseaux sociaux, juste du mouvement.
Dans les années qui ont suivi ce mardi soir, j'ai fini mon diplôme, obtenu un meilleur travail, déménagé vers un marché plus porteur, augmenté mes revenus, élargi mon réseau professionnel, construit une nouvelle routine. Je n'ai pas fait ces choses pour lui prouver quoi que ce soit. Je les ai faites parce qu'une fois la distraction supprimée, la voie était claire. J'ai fréquenté des gens de manière légère pendant un moment, lentement, intentionnellement. Pas de précipitation pour remplacer, pas de précipitation pour déclarer quelque chose de permanent. Une chose a changé définitivement, cependant. Si quelqu'un me dit qu'il a besoin d'espace pour évaluer des alternatives, je ne négocie plus. L'espace n'est pas une menace. C'est une décision. Et je réponds aux décisions par l'action. Cela fait un peu plus d'1 an maintenant. Le divorce est finalisé. Le bail a expiré depuis longtemps. Le duplex est l'adresse de quelqu'un d'autre. Son numéro est resté bloqué tout ce temps. Il n'y a pas eu d'excuse finale, pas de tentative dramatique de me reconquérir. Pas de retombée publique, juste le silence. Et ce silence a provoqué quelque chose qu'elle n'a probablement pas anticipé. Cela l'a forcé à vivre avec la réalité que je n'avais pas réagi émotionnellement. Je m'étais recalibré structurellement. Il y a quelques mois, j'ai entendu par ce même contact commun qu'elle m'avait mentionné. Pas avec colère, pas avec amertume, juste perplexe. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas vu venir. Cette partie est logique. De son point de vue, j'étais prévisible, stable, guidé par la routine, le genre d'homme qui tolérerait l'inconfort pour le bien de plan à long terme. Ce qu'elle a mal lu, c'est la différence entre la patience et la passivité. Je suis patient avec la croissance. Je ne suis pas passif face au manque de respect. Quand elle a dit qu'elle avait besoin d'espace pour explorer une autre connexion, elle supposait que j'allais argumenter, entrer en compétition, négocier, rester dans les parages comme solution de secours. Au lieu de cela, je me suis retiré le lendemain, j'ai fini mon diplôme, j'ai déménagé, j'ai construit une nouvelle vie sans commentaire, sans poste de vengeance, sans mise à jour cryptique, sans spirale publique, juste une absence, le genre silencieux. Et voici la partie que je dirais à quiconque lit ceci, vous n'avez pas besoin de détruire quelqu'un pour vous protéger. Vous n'avez pas besoin de crier pour faire passer un message. Parfois, la réponse la plus définitive est un simple alignement. Elle voulait de l'espace. Je lui ai donné totalement. Elle voulait se sentir vivante. J'ai choisi de me sentir stable. Et quand les documents ont été signés et que ma vie a continué sans interruption, c'est devenu la rupture à laquelle elle ne s'attendait jamais. Non pas parce que je l'ai punie, mais parce que je suis parti proprement.